Donc bonjour à tous. Nous allons vous présenter un webinaire organisé par l'IFV et l'ITAB sur les sources de contamination croisées dans les vins bio. Donc en fait, ce webinaire va se développer en 3 temps, enfin une présentation en 2 temps, pardon, les contaminations croisées au vignoble dans un premier temps, puis ensuite au chai. Et donc 3 projets vont vous être présentés. Premièrement par Magali Grimbaum de l'Institut français de la vigne et du vin. Le deuxième projet sera présenté par Valérie Plado de Sud Vin Bio. Et le troisième projet sera présenté par Stéphane Becquet de l'ITAB, qui est aussi, les essais ont été réalisés dans le cadre de Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine. Et donc, dans la deuxième partie, il y aura contamination au chai. Et là, il y aura un projet qui sera présenté avec les deux présentateurs précédents, Magali Grimbaum et Stéphane Becquet. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Magali pour la suite du webinaire. Ok, bonjour à tous et à toutes. Alors, tout d'abord, quelques mots de contexte. Voilà, merci Philippe. Donc, comme on le sait, l'utilisation des produits phytosanitaires de synthèse est interdite par le règlement bio européen qui demande aux opérateurs bio de mettre en place des mesures de prévention des risques, que ce soit à la vigne ou à la cave. Or, malgré les efforts que font les vignerons bio, force est de constater que l'on constate souvent des résidus de pesticides sont présents ou peuvent se retrouver dans les vins biologiques, bien qu'il n'y ait pas eu d'application. Notamment, on peut citer l'acide phosphonique, qui est la molécule qui est la plus souvent retrouvée dans les vins bio et qui est un métabolite en fait de ce que l'on appelle les phosphonates, une famille de fongicides anti-mildiou très utilisés en vigne. Donc, cette présence de résidus dans les vins bio, eh bien, elle fait l'objet d'une forte pression médiatique et peut entraîner des préjudices importants, notamment en termes d'image, mais également en termes de confiance vis-à-vis du label bio et entraîner tout ce que ça peut entraîner, c'est-à-dire des risques de déclassement, des blocages de l'eau plus ou moins longs qui peuvent entraîner des conséquences économiques, avoir des conséquences économiques, notamment en termes de perte de marché. Alors, diapo suivante. Alors, ces résidus peuvent être issus de ce que l'on appelle des contaminations croisées avec les produits phytosanitaires. Croisées pouvant se faire, alors on parle de contamination croisée quand il n'y a pas eu d'application de produits phytosanitaires, on n'est pas dans le cas de fraude, on est vraiment dans le cas où il n'y a pas eu d'application de produits phytosanitaires par les vignerons bio et malgré ça on retrouve des résidus. Donc ces contaminations que l'on appelle croisées peuvent se faire soit à la vigne pendant la production, soit à la cave durant l'élaboration, l'élevage, notamment dans le cas où la cave est en cave mixte, bio et en conventionnel. Donc, on a différentes sources de contamination qui ont été travaillées dans différents projets de recherche. C'est ce que l'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, des projets qui ont été menés plutôt sur les sources à la vigne et d'autres à la cave. On va vous présenter tout ce qui a été travaillé et quelques premiers résultats pour certains projets. Donc, en ce qui me concerne, je vais commencer tout de suite par la présentation. Donc, Philippe, tu peux défiler. Du projet Itiviti Bio. Donc, ce projet Itiviti Bio, il a été mené en PACA, bon, d'accord, c'est pas grave, en PACA, financé par France Agrimaire, avec différents partenaires, notamment le GRAB, qui est le groupement de recherche agricole biologique, la Chambre d'agriculture du Vaucluse, Interrhône, qui est l'interprofession des Côtes-du-Rhône, et l'IFV. Alors, les objectifs de ce projet, donc ce projet est terminé aujourd'hui et les objectifs étaient de vérifier l'impact de quelques itinéraires viticoles sur les risques de contamination fortuite avec l'acide phosphonique, particulièrement en vigne bio. Et pour cela, on a travaillé 3 grandes hypothèses de sources d'acide phosphonique. La première, c'est l'hypothèse de l'apport d'acide phosphonique et donc de contamination dans les vins bio liés à l'utilisation d'engrais autorisés en bio et pouvant contenir de l'acide phosphonique.
La deuxième hypothèse était celle de la contamination des vins bio due à l'accumulation liée au traitement antérieur avec des phosphonates. Et la troisième hypothèse était celle de la contamination liée à la dérive de parcelles voisines conventionnelles. Alors, pour la première partie, c'est-à-dire les engrais, eh bien, on a testé des engrais, que ce soit foliaires ou racinaires, contenant du phosphore et autorisés en bio. Et vous avez là, donc, la première année, 4 fertilisants qui ont été testés, donc 3 foliaires et 1 racinaire. Et ces engrais ont été appliqués sur 2 sites pendant 2 années, comparativement à une parcelle témoin qui, elle, ne recevait pas d'engrais. À chaque fois, on a fait des prélèvements de feuilles, de raisins, de sol pour voir un petit peu ce qui restait, si on retrouvait de l'acide phosphonique. Et les résultats, comme on peut le voir sur la diapo, là, ont montré l'absence totale de détection d'acide phosphonique, que ce soit dans les feuilles, les sols, les raisins des 2 sites. Et pendant les 2 années d'application, donc absence d'acide phosphonique. Les prélèvements de raisins, selon les sites, correspondaient entre 24 et 40 jours après la dernière application d'engrais foliaire ou entre 64 et 68 jours après l'application d'engrais racinaire. En fin de deuxième année, on a analysé directement les engrais, donc les 4 engrais qui avaient été appliqués, et on a retrouvé là aussi aucun résidu d'acide phosphonique, ce qui nous permet de conclure que ces engrais-là, en tout cas, ces 4-là testés, ne sont pas à l'origine de la présence d'acide phosphonique dans les vins bio. Alors, pour la suite de l'essai, on a établi un partenariat avec la société GETAD et on a sélectionné plusieurs engrais à base d'Isoconcept Vigne. Cet engrais foliaire avait été identifié en Nouvelle-Aquitaine, c'est pas confirmé, comme essentiel d'apport d'acide phosphonique. Et donc, en partenariat avec cette société, on a sélectionné 4 engrais à base d'Isoconcept Vigne, sachant que, Philippe, tu peux cliquer, l'acide, d'après la non, voilà, juste là. La société nous avait précisé que le phosphore contenu dans ces engrais provenait de l'acidum phosphoricum, qui est un préparat utilisé en homéopathie et qui provient de la dilution homéopathique phosphorique. Pardon? Non, c'est rien. Bon, voilà. Donc, on a analysé ces engrais, donc tu peux cliquer parce que j'avais mis les résultats. Vas-y, Philippe, pour la suite. Non, trop vite. Voilà. Ah, trop rapide. Voilà, donc l'analyse a montré que seul le sol en format liquide, pardon, contenait des teneurs non négligeables en acide phosphonique, comme on peut le voir là, de l'ordre de 300 mg kg. Et les 3 autres engrais n'ont pas contenu du tout, on n'a pas détecté d'acide phosphonique. Donc là, tu peux enchaîner, Philippe. Donc pour la suite de l'essai, on a donc appliqué cet engrais Silifol, voilà, sur 2 sites et 2 applications. Donc on le voit là sur cette diapo, le 18 juillet et le 24 juillet, il y a 2 applications sur les 2 sites, un site mené par la Chambre d'agriculture et un site mené par le GRAD. Et à chaque fois, les prélèvements de feuilles et de raisins ont été faits avant application d'engrais pour faire une sorte de T0, hein, de point zéro, et après application au moment de la récolte, sachant que pour un des sites, on a aussi fait un prélèvement juste après application. Donc là, comme on voit sur la diapo, les résultats du premier site, celui mené par la Chambre d'agriculture, n'a permis de détecter l'acide phosphonique, que ce soit dans les feuilles et dans les raisins, avant traitement Silifol ou après traitement Silifol. Pour le deuxième site, pour le GRAD, donc, on voit là aussi que avant traitement avec Silifol, aucun acide phosphonique détecté, que ce soit dans les sols, les feuilles et les raisins. 3 jours après traitement, donc juste avant récolte, on ne retrouve pas d'acide phosphonique ni dans les sols ni dans les feuilles. En revanche, 5 jours après traitement, donc le prélèvement qui a été fait juste après le traitement à base de Silifol, on ne retrouve pas d'acide phosphonique dans les raisins, mais en revanche, on retrouve quelques traces d'acide phosphonique dans les feuilles. Alors, ça nous permet de conclure ces effets-là, que finalement, par l'application d'engrais foliaires à base d'Isoconcept
n'est pas vérifié malgré la présence d'acide phosphonique dans l'engrais appliqué, puisque à la récolte dans les raisins, on ne détecte absolument aucun acide phosphonique. Donc, pour la suite de l'essai, nous avons décidé de continuer les investigations en partenariat toujours avec la société GETAD, en essayant d'un petit peu mieux caractériser cet engrais à base d'isoconcept, ce silifol. Par contre, ce silifol est devenu entre-temps, il s'est appelé silistine, il a changé de nom, et il est surtout SNUB, donc substance naturelle à usage biostimulant. Et donc, en accord avec la société GETAD, nous avons décidé d'analyser différentes phases de fabrication de cet engrais. Tout d'abord, l'isoconcept vigne, qui est un produit d'origine naturelle qui est, lui, à base d'acidum phosphoricum. Le silistime avant mélange avec l'isoconcept, qui est une sorte de macération hydroalcoolique, hein, un mélange de base avec des huiles essentielles et de l'extrait alcoolique de plantes. Le silistime en mélange avec l'isoconcept avant dynamisation. Et enfin, l'engrais final, ce qu'on appelle le SNUB dynamisé, donc le silistime final, qui est appliqué sur la vigne. Et enfin, 3 autres engrais qui nous ont été fournis par la société, donc 2 en format liquide et 1 en format poudre. Donc les résultats, je vous les ai synthétisés ici. Ils ont montré quelques traces d'acide phosphonique dans quelques étapes de préparation de silistime, mais pas du tout d'acide phosphonique détecté dans l'engrais final, le silistime, contrairement à ce qu'on avait vu l'année d'avant avec son équivalent silifol qui contenait 300 mg. Cette année-là, en deuxième année, nous n'avons rien retrouvé. Ce qui veut dire qu'il y a certainement une formation d'acide phosphonique qui se fait selon le procédé de fabrication et selon les années. C'est pas quelque chose qui est régulier. Sur les 3 autres engrais fournis par GETAD, seul l'isoplan a montré quelques quantités de l'ordre de 2 et quelques milligrammes kilo. Et c'est pour ça qu'on a retenu cet engrais-là, l'isoplan, pour la suite de l'étude, en dernière année, où il a été appliqué. Donc là, tu peux y aller, Philippe, sur là aussi 2 sites. Un site suivi par la Chambre d'agriculture sur cépage Alicante et un site suivi par le GRAB sur cépage Grenache. Donc 3 applications de cet engrais. Et là aussi, prélèvement, sol, feuilles, raisin. Mais pour cette dernière année d'études, on a été jusqu'au vin. Donc, il y a eu des vinifications qui ont été faites et on a analysé les mous et les vins. Et donc, comme on peut voir sur le petit tableau, les résultats sur Alicante n'ont montré, donc suivi par Chambre d'agriculture, n'ont montré aucune détection d'acide phosphonique, que ce soit dans les sols, les feuilles, les raisins, les mous ou les vins. Pour le grabe, pas de détection non plus dans les sols, les feuilles et les raisins. On retrouve une détection. Alors, tu peux cliquer, Philippe, légèrement, juste pour montrer qu'on a eu quelques traces détectées dans le raisin témoin, ce qui semble vouloir dire qu'il y a eu quelques contaminations par la vigne. C'est juste détecté, non quantifié. Et pour les vins, bien qu'il n'y ait pas d'acide phosphonique dans les raisins de départ, on a retrouvé quelques traces d'acide phosphonique dans les vins, ce qui nous a fait supposer qu'il y avait eu une possible contamination croisée à la cave. Et on a donc fait une petite enquête et analysé donc les produits qui avaient été utilisés en vinification, notamment le DAP. Le DAP, donc, qui est le phosphate diamonique utilisé par la cave d'Institut Rodagnen et qui a en effet montré quelques traces de résidus d'acide phosphonique. Et donc, il pourrait expliquer vraiment des traces d'acide phosphonique possibles sur les vins, mais qui sont quand même très, très, très faibles. Donc, en conclusion, par rapport à cet essai-là, on peut dire donc au terme de l'étude qu'on ne peut pas attribuer la présence d'acide phosphonique dans les vins bio à l'usage de cet engrais foliaire isoplan. Pour la suite, la deuxième partie a consisté à vérifier si l'hypothèse de l'accumulation d'acide phosphonique dans la plante due au traitement antérieur se vérifiait. Et pour ça, on a travaillé avec des vignerons en conventionnel. Et vous avez ici le plan d'un de ces vignerons qui nous a permis de traiter chez lui. Donc, c'est un vigneron qui n'avait jamais utilisé de phosphonate et qui a bien voulu, donc qui a accepté que pour la première année d'études, donc la première saison,
on fasse un traitement avec un phosphonate, donc qui est l'étonnant, comme vous voyez là, appliqué 4 fois et qui contient donc du phosphonate de potassium. Et donc, on a comparé sur un rang 4 applications de ce phosphonate, un rang qui, lui, n'était pas traité. Et donc, Philippe, tu peux continuer. On a fait des prélèvements sur la suite de cet essai. Donc, le traitement a eu lieu en 2017 et on a fait des prélèvements les 4 ans qui ont suivi sans refaire de nouvelles applications de phosphonate. Et à chaque fois, on a prélevé les sols, feuilles et raisins, donc des 4 ans qui ont suivi la première application. Donc, les résultats donc, sur la prochaine diapo montrent qu'il y a bien, en effet, de l'acide qui est feuilles et les raisins jusqu'à 3 ans après l'arrêt des traitements avec ce produit. Et donc, ça confirme, tu peux cliquer Philippe, ça confirme qu'il y a bien une accumulation d'acide phosphonique issue des traitements antérieurs, jusqu'à au moins 3 ans après l'arrêt du traitement. Dernière action donc qui consistait à vérifier la contamination due à la dérive. Donc là aussi, on a travaillé chez des vignerons. Donc là, vous avez le plan, une parcelle témoin qui était donc non traitée avec des phosphonates, qui était voisine d'une parcelle traitée pour laquelle nous avions les calendriers de traitement. Et donc, on a fait des suivis à la fois dans l'espace, c'est-à-dire qu'on a fait des prélèvements en bordure de la parcelle, dans la parcelle bio, donc non traitée, en bordure, à 5 mètres, à 10 mètres et à 20 mètres de la parcelle traitée, des prélèvements de raisins et de feuilles, et également dans le temps, puisqu'on a fait ces prélèvements à 2 périodes, au mois de juin et au mois de juillet. Et donc, les résultats ont montré qu'il y a bien des contaminations des raisins et des feuilles. Donc, les raisins bio, vous avez le tableau là qui le montre, dans les différentes portions, donc 20 mètres, 10 mètres, 5 mètres et bordure. Et vous avez aussi les teneurs en acide phosphonique dans la parcelle conventionnelle pour les 2 périodes, juin et septembre. Donc, on voit bien qu'il y a une tendance à la diminution des teneurs au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la bordure, mais il y a quand même des contaminations qui sont des présences d'acide phosphonique qui sont quand même assez significatives dans les raisins. Pour conclure, Philippe, je pense que tu peux cliquer. Voilà. Donc, en conclusion sur cet essai ITI-VITI-Bio, par rapport aux 3 hypothèses qui avaient été émises, la première n'a pas pu être vérifiée, donc celle notamment qui disait que ça pouvait provenir de certains engrais. Alors, on n'a pas tout testé, mais les quelques engrais sur lesquels nous avons travaillé, en tout cas, n'ont pas confirmé cette hypothèse. Pour la deuxième hypothèse, en revanche, on a bien vérifié qu'il y avait des possibilités de contamination d'acide phosphonique due au traitement antérieur jusqu'à 3 ans après l'arrêt de traitement. Donc, pour des conversions, ça justifie tout à fait les 3 ans de conversion. Et enfin, pour la dernière hypothèse liée à la dérive, là aussi, on a pu vérifier que cette hypothèse eh bien, était vous pouvez être à l'origine de contamination d'acide phosphonique. Jusqu'à 20 mètres d'une parcelle conventionnelle, on peut encore retrouver des résidus d'acide phosphonique. Voilà, en ce qui me concerne pour ce premier projet, je vais passer la parole à Valérie, pardon, qui va vous présenter les résultats du projet Résid20 Bio. Merci Magali, bonjour à tous. Donc moi je vais vous présenter les résultats du projet Résid20 Bio, donc qui s'est déroulé sur 3 ans, de 2019 à 2021, donc qu'on a mené en région Occitanie, donc coordonné par Sud20 Bio et en partenariat donc avec l'IFV, Magali et Philippe et les laboratoires du Bernay. Donc, suivant. Voilà, donc l'objectif, c'était de rechercher une origine possible des contaminations en acide phosphonique et phtalimique des vins bio. Donc, on s'est surtout recentré dans le cadre du projet sur l'acide phosphonique qui présentait vraiment le plus de problèmes au niveau des contaminations, comme on l'a dit en début de webinaire. Donc, on s'est focalisé sur l'étude de l'hypothèse suivante, c'était une possible origine de contamination par les engrais liquides, cette fois-ci appliqués au sol. Ces engrais liquides étant issus de sous-produits de vinification, donc produits dans le cadre des traitements par les distilleries. Donc pour cela, il a été mis en œuvre 4 actions.
Donc, la première, c'était la caractérisation même du process d'élaboration des engrais liquides. Avec une étude auprès de partenaires des distilleries en région et d'essayer d'analyser tout le process. Donc, la deuxième action concernait une cartographie donc, sur les zones à risque de contamination, c'est-à-dire sur les zones qui étaient utilisatrices des engrais liquides pour évaluer en fait les niveaux de contamination possibles. La troisième action était sur donc l'étude d'une rémanence possible de l'acide phosphonique suite à l'application d'engrais liquides au sol, donc avec un suivi des parcelles et des vinifications des raisins qui ont été issus pendant 3 ans. Et la dernière action a été la mise en place donc d'un protocole expérimental sur une parcelle avec l'application directe d'engrais liquides et le suivi derrière analytique sur le sol, les raisins, les vins et également les feuilles en dernière année. Voilà, suivant, merci. Donc, cette première action qui visait à caractériser donc, le process en lui-même d'élaboration et voir si effectivement ce process pouvait être source de contamination de l'engrais lui-même. Donc, vous voyez le schéma en dessous, donc en résumé un peu. Hein. Donc, c'est un process en fait qui se fait en continu avec 7 ou 8 étapes selon les sites de production. Globalement, la production d'engrais liquides prend c'est une durée d'élaboration de 12 heures. Donc, à partir des mares qui sont livrées en distillerie, qui passent sur une bande de diffusion, donc sur laquelle ensuite on récupère la piquette de marc d'un côté, donc le marc épuisé complètement sec qui est ensuite éliminé. Donc, cette piquette est distillée, on en retire donc les vinasses, qui sont ensuite mélangés aussi au lit distillé et qui passent sur un atelier tartrique pour extraire l'acide tartrique. Ces vinasses détartrées donc ensuite sont chauffées et concentrées en fait où on obtient à ce moment-là l'engrais liquide utilisé ensuite au niveau des vignobles. Donc la difficulté pour définir en fait, préciser ce process d'élaboration, c'est d'une part la variabilité déjà entre les sites de production. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à travailler sur 2 sites, on s'est recentré sur un pour essayer d'avoir un maximum de résultats précis. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, c'est le fait de travailler sur un système continu. Donc, il y a des étapes clés qui sont des bacs tampons hein, en fait, donc il est très difficile d'avoir un échantillon représentatif un peu du process à chaque étape. Donc il a fallu établir des protocoles assez minutieux pour prendre en compte ce système continu et avoir des analyses qui soient représentatives de chacune de ces étapes. La dernière chose, c'est aussi la variabilité de la matière première qui arrive au fur et à mesure des vendanges, hein, avec d'abord des mares issues de vinification blanc, rosé, rouge. Donc, cette grosse variabilité de matière première qu'il a fallu prendre en compte. Suivant. Donc, néanmoins, quand même, le process a été bien caractérisé. Hein, donc, sur les 3 années d'études, les engrais liquides qui étaient issus de ces process avaient des teneurs en acide phosphonique mesurées qui étaient assez importantes, hein, de 30 à 40 mg par litre. Donc, cet acide phosphonique est déjà présent dans les mares de raisin, donc sur la matière première. Cet acide phosphonique diffuse, ce qui a été identifié, c'est que ça diffuse complètement dans la piquette de marc. Donc, on en retrouve très peu dans le marc épuisé. Ça veut dire que ça passe complètement dans les produits qui sont dans le process d'élaboration des engrais liquides. L'ensemble des analyses et du suivi du process sur les 3 ans a permis d'identifier un facteur de concentration de l'acide phosphonique entre le marc de raisin et l'engrais liquide qui est compris entre 3 et 5 en fonction des années, en fonction des sites de production. Donc, il y a un niveau effectivement de concentration assez important entre le marc et l'engrais liquide final. Il a été également identifié que le process d'élaboration en lui-même n'était pas à l'origine de contamination puisque les intrants éventuels utilisés
n'apportait pas d'acide phosphonique, et notamment l'eau de la bande de diffusion utilisée en début de process, donc qui est issue du condensat de la distillation de la piquette de marc et d'Élie, donc a été analysée et ne contenait pas non plus d'acide phosphonique. Voilà. Donc cet acide phosphonique contenu dans les engrais, juste pour conclure sur cette première action, donc est issu uniquement de la matière première avec un gros facteur de concentration. Mais donc, ça ne remet pas du tout en cause le process d'élaboration qui n'est pas à l'origine de la contamination des engrais liquides. La deuxième action, donc, suivant, qui a été mise en place, donc c'est cet aspect cartographie. Donc, l'idée, c'était d'évaluer en fait les niveaux d'acide phosphonique qu'on pouvait trouver sur des zones qui étaient utilisatrices d'engrais liquides. Donc, pour cela, on a fait un suivi analytique sur 3 ans de 20 qui étaient issus de parcelles fertilisées avec cet engrais. Et en parallèle, on a suivi également quelques vins qui provenaient de parcelles non fertilisées. Donc, soit au total 13 domaines viticoles qui ont été suivis, 39 analyses de vins réalisées, donc que ce soit sur du blanc ou sur du rouge, donc des vins des millésimes de 2018 à 2021, avec certaines cuvées qui ont été suivies plusieurs années. Donc, on a eu 28 analyses sur 15 parcelles fertilisées et 11 analyses issues de 5 parcelles non fertilisées. Donc, à partir de la deuxième année, on a mis en place un diagnostic aussi par rapport aux autres sources de contamination, hein, donc notamment les contaminations environnementales, dont on sait qu'elles sont importantes dans les risques de contamination des vins bio, notamment au niveau de l'acide phosphonique, donc pour évaluer effectivement la part de cette contamination environnementale par rapport à la part potentielle de la contamination par le positionnement d'engrais liquides. Donc, au niveau des résultats, sur les 39 analyses, si on globalise tout, hein, les 39 analyses réalisées sur 20, on a noté donc qu'on avait 80% de ces analyses pour lesquelles les teneurs en acide phosphonique étaient inférieures à la limite de quantification, donc c'est déjà un résultat plutôt satisfaisant. On a 8 vins pour lesquels les teneurs en acide phosphonique étaient comprises entre 0,1 et 0,16 mg par litre, donc très proche de la limite de quantification. On a effectivement un vin pour lequel la teneur était supérieure à 0,2 mg par litre. Et là, effectivement, l'autodiagnostic sur la contamination croisée qui a été mis en œuvre sur l'ensemble des parcelles suivies a été intéressant parce que on a vu d'une part qu'il y avait aussi de la présence de faux éthyle d'aluminium et qu'il y avait des risques très importants de contamination croisée sur cette parcelle suivie. Donc, il est fort probable que la contamination majoritaire provienne de ces contaminations croisées au vignoble. Enfin, on s'est posé la question aussi d'un éventuel risque vis-à-vis de l'eau d'irrigation. Donc, une analyse a été faite sur un domaine sur l'eau qui n'a pas montré de problème au niveau de la présence d'acide phosphonique. Alors, si on regarde un petit peu plus en détail la répartition des analyses en fonction des niveaux d'acide phosphonique, sur les vins issus de parcelles fertilisées représentés en bleu sur le graphique et sur les vins de parcelles non fertilisés représentés en rouge. Donc, on voit que sur les parcelles fertilisées, la majorité des vins sont sur des niveaux non détectés ou détectés non quantifiés. Donc, il y a quelques analyses qui se situent entre 0,1 et 0,2 mg par litre d'acide phosphonique. Et sur les parcelles non fertilisées, on voit que effectivement, on retrouve aussi des teneurs détectées non quantifiées ou quantifiées proches de la limite de quantification. Donc, on a ce bruit de fond proche de la limite de quantification qui se retrouve effectivement sur l'ensemble des parcelles, des vins issus des parcelles suivies, qu'elles soient fertilisées ou pas. Ce qu'on peut dire de cette cartographie, en résumé, c'est qu'on n'a pas d'effet significatif, donc au-delà déjà d'un bruit de fond, sur les niveaux d'acide phosphonique dans les vins donc, du millésime suivant l'apport d'engrais liquides. Et également, on a fait des suivis sur plusieurs années après application de cet engrais liquide. Et également, on a des parcelles qui ont été refertilisées au cours du suivi. Donc, on n'a pas d'effet cumulatif des niveaux d'acide phosphonique au-delà de ce bruit de fond qui est proche de la limite de quantification. Voilà, suivant.
Donc, l'action 3 qui avait pour objectif d'étudier, donc toutes ces actions ont été mises en parallèle, hein, donc on a des approches un petit peu différentes de la question. Hein, donc, cette action visait à étudier la rémanence éventuelle, hein, de l'acide phosphonique après application de l'engrais qui pouvait ensuite engendrer des contaminations au niveau des vins. Donc, trois parcelles qui avaient été fertilisées avant le lancement du projet, hein, donc par le vigneron lui-même, ont été choisies, et 2 parcelles témoins non fertilisées. Ces parcelles ont été suivies avec des analyses, donc à partir des vendanges 2019, donc des analyses de sol, des analyses des raisins et puis des vins. Donc ces raisins ont été vinifiés soit en rosé, soit en rouge, et donc il y a eu un suivi analytique des vins. Donc ce suivi analytique a été renouvelé en 2020. Ensuite, il y a eu sur certaines parcelles, vous le voyez sur le tableau en bas de la diapositive, donc sur la campagne 2020-2021, il y a eu 2 parcelles d'essai sur lesquelles l'engrais a été renouvelé. Et donc, sur les vendanges 2021, dernière année de suivi, les mêmes analyses ont été faites, avec en plus une analyse sur les feuilles vis-à-vis notamment de cette approche pour prendre en considération, prendre en compte une éventuelle contamination croisée à la parcelle. Alors, sur les résultats, diapo suivante, voilà. Donc là, vous avez le résumé de l'ensemble des analyses. Donc, sur le premier tableau, ce sont les parcelles témoins, parcelle 1 et parcelle 4. Le deuxième tableau donne les analyses sur les parcelles fertilisées, parcelles 2, 3 et 5. Donc, vous avez les résultats sur les 3 années. Donc, pour les niveaux d'acide phosphonique notés AP et les niveaux de phosétide d'aluminium notés FA dans le tableau. Donc, des analyses ont été faites sur sol. Vous avez les analyses sur feuilles en juillet, les analyses sur feuilles en septembre, les analyses donc de raisins, de vin rosé, de vin rouge. Donc, concernant les parcelles témoins, donc, on ne retrouve l'acide phosphonique n'est pas du tout détecté dans les sols. Donc, d'ailleurs, c'est le cas donc, sur les parcelles témoins et sur les parcelles fertilisées aussi. Si on regarde maintenant sur les parcelles témoins, les analyses de raisins, donc l'acide phosphonique n'est pas du tout détecté dans les raisins. Par contre, on voit qu'il est détecté non quantifié sur vin rosé et avec des niveaux un petit peu plus élevés sur certaines modalités, certaines millésimes sur vin rouge. Donc, entre les raisins et les vins, il est peut-être probable qu'il y ait un effet soit de concentration, soit peut-être un peu au niveau de l'échantillonnage qui puisse jouer. En tout cas, on est sur des valeurs proches de la limite de quantification. Alors, à noter que sur l'analyse des feuilles, donc sur ces parcelles témoins, on voit qu'en 2021, sur la parcelle 4, on relève donc une quantification d'acide phosphonique et une détection de phosétyle d'aluminium sur les feuilles, donc ce qui sous-entend effectivement aussi une contamination croisée qui impacte aussi probablement les niveaux retrouvés ensuite sur les vins. Dernière remarque, comme ce que disait Magali tout à l'heure, il y a eu aussi une utilisation de DAP en vinification sur les vins issus de la parcelle 1, qui a probablement ce DAP qui contenait de l'acide phosphonique et qui a probablement peut-être joué un petit peu aussi sur les niveaux retrouvés dans les vins. Maintenant, regardons les parcelles fertilisées. Donc, les niveaux d'acide phosphonique dans les raisins sont détectés ou quantifiés majoritairement sur les raisins de ces parcelles. Et on retrouve des teneurs un petit peu plus importantes, hein, probablement liées effectivement à une concentration due au process de vinification sur les vins rosés et les vins rouges. Là aussi, on voit qu'on a une présence de phosétyle d'aluminium sur la parcelle 3 en 2019 sur les raisins, donc suspicion de contamination croisée, et en 2021 sur cette parcelle 3, on en retrouve aussi sur les feuilles. C'est le même cas sur la parcelle 5. Donc là aussi, on est dans un contexte où on a eu une contamination quand même environnementale aussi. Donc c'est difficile de conclure suite à cette étude sur l'impact de l'engrais fertilisé, de la fertilisation par l'engrais liquide, uniquement l'impact de la fertilisation par l'engrais liquide sur les niveaux d'acide phosphonique dans les vins. Donc on peut continuer sur la dernière action mise en place. Donc là, protocole expérimental qui a été mis en œuvre donc sur une parcelle, en tout cas
un cadre de parcelles pour lequel on a été vigilant d'évaluer les risques de contamination croisée des parcelles autour. Donc, on a bien identifié toutes les parcelles environnantes, donc qui étaient des parcelles bio ou des parcelles qui n'étaient pas cultivées. Donc là, on était certain qu'il n'y avait pas de contamination croisée, en tout cas des parcelles voisines. Donc le protocole qui a été mis en place, donc il y avait un témoin où il n'y a pas eu d'apport d'engrais liquide, une modalité avec apport d'engrais liquide à 3 tonnes hectare, donc un usage traditionnel de l'engrais liquide, et une modalité à 6 tonnes hectare, donc le double. Ces apports ont été renouvelés l'année suivante, donc on est par rapport à un usage traditionnel des engrais liquides à des apports qui vont de 2 à 4 fois la dose traditionnellement utilisée. Donc suivant. Voilà, donc sur les résultats des analyses de suivi donc de sol, feuilles, raisins et vin. Donc vous avez là les résultats sur le millésime 2020, puis les résultats sur 2021 pour les molécules donc AP acide phosphonique et FA phosphate d'aluminium. Donc vous avez les teneurs dans les engrais appliqués qui sont entre 20 et 24 mg par litre d'acide phosphonique dans les engrais. Et donc toute la partie droite du tableau, les résultats sur les sols, feuilles, raisins à vin. Donc vous voyez qu'on est sur soit du non détecté, soit juste détecté, mais en tout cas, la conclusion est qu'on ne retrouve pas d'acide phosphonique dans les raisins et dans les vins suite à ces applications. Donc, on peut conclure sur le fait qu'il n'y ait pas de contamination l'année suivante et même jusqu'à 1 an et demi après l'apport à des doses traditionnelles et même des apports renforcés d'engrais liquides de 2 à 4 fois la dose usuelle. Voilà, en conclusion de ce projet, donc, diapo suivante. Voilà, donc l'ensemble des 4 actions a permis de croiser vraiment les résultats et a montré que l'utilisation, l'application directe d'engrais liquides à des teneurs en acide phosphonique de 20 à 40 mg par litre, alors y compris des applications à forte dose, de 2 à 4 fois la dose usuelle. Donc, ces applications montrent qu'on n'a aucune quantification au-delà de valeurs faibles, donc qui sont non significatives, hein, qui relèvent d'un bruit de fond. Donc, on a noté 0,4 mg par litre, mais on avait des doses maximum à 0,350 et quelques, hein, et donc même jusqu'à 2 à 3 ans après l'application. On n'a pas non plus d'effet cumulatif lorsqu'on renouvelle les applications d'engrais liquides sur ces niveaux. Donc, on reste à des niveaux peu significatifs. Donc, l'usage traditionnel d'engrais liquides issus des distilleries donc, est possible sans contamination des vins bio par l'acide phosphonique. C'est la conclusion effectivement de ce projet sur notre région. Voilà, j'ai fini pour la présentation de ce projet. Je laisse la parole maintenant à Stéphane qui va vous présenter le projet Vincent sur la Nouvelle-Aquitaine. Un petit mot simplement pour dire que vous pouvez bien sûr poser des questions à travers le chat. On y répondra après la fin de toutes les interventions. Excusez-moi. Vas-y Stéphane. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour gagner du temps. On a déjà bien avancé. Donc le programme Vincent, vas-y, tu peux passer à la diapo suivante, de 2021 à 2023. Non, tu es revenu en arrière, Philippe. Pardon. En Nouvelle-Aquitaine, qui fait suite au projet Calvin Bio qu'on vous présentera par la suite avec Magali Grimbaum, qui était très orienté ENO, mais qui du coup dans le cadre de Vincent, on l'a un peu également étendu à la partie vignoble. En fait, ce projet se focalisait plus sur 2 molécules spécifiques, l'acide phosphonique et l'ephtalimide, à la fois en contamination au chai et en contamination à la vigne. Tu peux passer à la diapo suivante. Donc là, je reprends juste les éléments qu'on a fait sur la partie terrain dans ce projet-là. Donc sur l'ophtalmide, on a quand même une grande question, tout comme l'acide phosphonique d'origine et de provenance. On avait il y a quelques années, notamment dans le cadre d'un programme précédent, eu pas mal de vins qui sortaient avec des contaminations ophtalmides, qui est le dérivé du folpel. Donc ce qu'on a voulu essayer de comprendre, c'est d'où ça pouvait éventuellement venir. On a cherché des origines dans le chai, sur les cuves, des matières plastiques, etc. On s'est quand même posé la question de la méthode d'analyse et de la pertinence de la méthode d'analyse qu'ils pouvaient éventuellement fabriquer. Et donc on a cherché dans ce projet-là à essayer de trouver des vins avec du phtalimide pour les tester avec différentes méthodes d'analyse. Tu peux passer à la diapo suivante, Philippe.
La difficulté, c'est qu'on est allé chercher quand même pas mal de vins, vous voyez, plus d'une vingtaine de vins, et en fait, on a eu du mal à trouver des vins avec du phtalimide. On a eu un gros pic de contamination il y a 5-6 ans, et là, on ne voit quasiment plus le phtalimide apparaître dans les analyses des vignerons. Sans doute deux explications. La première est la réduction quand même très importante, je pense, par les conventionnels de l'utilisation du Folpel, qui est CMR et qui est en train de sortir de la plupart des programmes de traitement. Donc, une origine due à la contamination croisée, comme on l'avait montré à la vigne dans ces cures bio assez évidente. Donc voilà, et peut-être une amélioration, entre guillemets, des méthodes d'analyse derrière. Donc, globalement, tu peux passer à la diapo suivante, Philippe. On n'a pas pu tester la question des méthodes d'analyse sur ophtalmide. Vous le voyez, la seule molécule qui est ressortie finalement dans tous les vins qu'on a testés, c'est cet acide phosphonique qu'on retrouve là un petit peu dans tous les vins et sur lequel on reviendra plus tard. Tu peux passer à la diapo suivante, Philippe. Sur l'acide phosphonique, on va vous présenter avec Magali ce qu'on a fait plus sur la partie œnologie et suivi en vignoble. Là, c'est un petit focus qu'on a fait sur ce programme-là. Alors la partie engrais foliaire, on a eu les mêmes problématiques que Magali pour trouver des engrais foliaires présentant des niveaux importants d'acide phosphonique. Je pense qu'une des clés aussi que les fabricants de fertilisants se sont emparés du sujet. Il y avait des produits pareils il y a 5-6 ans, quand on les testait, on avait des niveaux élevés d'acide phosphonique dedans, issus la plupart du temps de végétaux issus de propriétés conventionnelles. Et on en trouve de moins en moins. Donc, je pense que le travail a été fait sur les appros des firmes qui fabriquent les engrais, notamment les engrais foliaires. C'est pour ça qu'on trouve moins d'engrais foliaires avec de l'acide phosphonique déjà présent dans les engrais. Donc, on a en partie abandonné cette partie sur les engrais foliaires. Magali a présenté pas mal de résultats intéressants et on s'est plus focalisé sur la contamination croisée au champ. Tu peux passer à la diapo suivante, Philippe. Donc, on a testé, donc ça, c'était les engrais foliaires. Ce que je vous disais, on n'a rien trouvé. Tu peux passer encore à la diapo suivante. Donc, on a refait un petit peu les mêmes. Alors, on avait anticipé des essais un petit peu comme Magali. On avait une parcelle bio au milieu de parcelles conventionnelles. On a voulu surtout tester l'impact de la contamination croisée entre une parcelle conventionnelle et la parcelle bio qui possédait une haie. Donc, globalement, vous avez la parcelle bio, c'est la parcelle P4, et vous avez la parcelle P3 qui est la parcelle conventionnelle, sur laquelle ont été utilisés du LBG, donc des phosphonates. Donc, on retrouve bien sur la parcelle P3 aux différentes dates sur feuille et également sur grappe à la fin du phosphétyle d'aluminium et de l'acide phosphoreux avec des niveaux importants. Chose plutôt étonnante en fait, c'est que, enfin non, pas forcément, mais au niveau de la parcelle bio, les rangs proches de la haie, finalement, une faible contamination. On s'est rendu compte que c'était les rangs les plus éloignés qui avaient une contamination importante. Donc la haie protège plutôt bien de la dérive, on le voit sur ces résultats-là, et ça nous a fait supposer une entrée de la dérive qui venait en fait des autres parcelles conventionnelles autour de cette parcelle-là. Tu peux passer à la diapo suivante. Donc du coup, l'idée, ça va être en 2023 de suivre le protocole et de suivre les rangs sur les 4 bords de la parcelle. L'avantage, c'est qu'on aura les programmes des 4 parcelles alentour. Donc ça nous permettra bien de voir d'où ça vient. On rajoutera la modalité 20 mètres, puisqu'on l'a vu dans les résultats précédents à 10 mètres. On a une contamination croisée relativement importante, donc on va voir jusqu'où ça pousse sur une parcelle qui est autant entourée de vignes conventionnelles. Tu peux passer à la diapo suivante. On a décidé aussi sur cette propriété-là, qui est un atelier mixte et qui a un pulvérisateur qui traite à la fois des vignes en conventionnel et des vignes en bio, de suivre l'éventuelle contamination croisée qui pouvait être issue de l'utilisation du pulvérisateur en commun. Donc l'idée, c'est de prélever la cuve du pulvé, l'eau de la bouillie et regarder les feuilles, les grappes des premiers rangs régulier pendant la saison pour voir si on avait un impact dû à une utilisation mixte du pulvérisateur. Donc, tu peux passer à la diapo suivante. Et voilà, pour moi, sur ces résultats.
Merci Stéphane. Donc j'enchaîne du coup en vous présentant maintenant les résultats que nous avons obtenus sur le projet Calvin Bio, qui lui s'est plus focalisé sur les contaminations croisées au chai. Donc c'est un projet qui a été mené en Nouvelle-Aquitaine, financé par la région Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec les vignerons bio Nouvelle-Aquitaine, de 2017 à 2020. Philippe, tu peux, voilà. Et donc, les objectifs, donc essentiellement, c'était de voir s'il y avait des risques liés à la mise en commun d'équipements de caves, donc matériel de cave, entre des vinifications bio et conventionnelles. Et pour cela, nous avons mené des essais en laboratoire, en cave expérimentale, mais également en conditions réelles dans des propriétés de Nouvelle-Aquitaine. Donc, en ce qui me concerne, je vais vous parler des résultats obtenus dans les essais menés en laboratoire et en cave expérimentale. Passer Philippe. Et donc, Stéphane, lui, vous montrera les résultats obtenus en conditions réelles. Donc, en conditions laboratoires, donc, on a essayé d'étudier l'aptitude de certains matériaux à absorber et à relarguer des pesticides. Et pour cela, nous avons mis des coupons de matériaux, comme on peut voir là sur la petite photo, en contact pendant 3 mois avec un vin contenant des résidus. Et les résultats, oui, ont permis donc on a mesuré les résidus dans les entre le T0 et au bout de 3 mois, et on a bien mis en évidence qu'il y avait des réductions des concentrations dans les vins qui étaient mis en contact avec les matériaux pendant 3 mois par rapport aux mêmes vins qui, eux, n'avaient pas été mis en contact. Et donc, vous avez là dans le tableau les réductions exprimées en pourcentage pour 4 matériaux, l'inox, le PVC, le caoutchouc et le bois. Donc, ça semble dire qu'il y a eu une absorption probable de certaines molécules phytosanitaires par les matériaux. Donc, cette absorption, elle est variable selon, alors tu peux cliquer Philippe, selon les matériaux. On peut voir là, donc, si on fait la somme, toutes molécules confondues, hein, qu'il y a des variations et donc des réductions plus importantes avec le PVC, le caoutchouc, un peu moins avec le bois et quasi nul avec l'inox. On voit aussi qu'il y a un effet molécule. Certaines molécules, je vous ai entouré en bleu, là, le boscalide par exemple, qui est dont les concentrations sont beaucoup plus réduites, alors que la spiroxamine, elle, beaucoup plus faiblement. Donc, si pour la suite, on a poursuivi cet essai, donc diapo suivante, en étudiant donc l'aptitude des matériaux à relarguer éventuellement ces résidus. Et on a mis ces coupons donc qui étaient contaminés avec des phytos en contact cette fois-ci avec un vin bio pendant 3 mois pour mesurer l'éventuelle désorption de ces résidus dans le vin bio. Et ces essais ont été menés à la fois sans rinçage et avec rinçage à l'eau des coupons. Donc là aussi, on a mesuré les concentrations dans les vins bio au fil du temps, et donc on a même montré qu'il y avait une augmentation des concentrations dans les vins qui avaient été mis en contact avec les matériaux contaminés pendant 3 mois par rapport aux mêmes vins qui n'étaient pas mis en contact. Donc là aussi, ça semble montrer qu'il y a une désorption de ces résidus dans le vin bio par les matériaux, et que cette désorption se fait dès le premier mois, puisque dès le premier mois, on mesure des résidus dans le vin bio. Et en revanche, on ne voit pas d'impact du rinçage sur la désorption. Ces essais, voilà, semblent montrer qu'il y a bien des risques de contamination croisée qui peuvent donc venir d'une mise en contact de vin bio avec des matériaux qui seraient mal nettoyés. Donc pour la suite, on a travaillé en cave expérimentale et on a travaillé plus particulièrement sur 4 étapes qu'on avait jugées critiques au niveau risque de contamination croisée, que sont le pressurage, les filtrations, les transferts et l'élevage en barrique. Et donc, pour étudier ces étapes, tu peux cliquer, Philippe. On avait fait passer de la vendange ou du vin conventionnel. Oui, je crois que tu peux. Voilà, c'est bon. Dans le vin
dans le procédé, suivi par de la vendange ou du vin bio, et ceci à la fois, chaque fois, avec des modalités avec et sans nettoyage du matériel entre les deux lots. Donc, pour le pressurage, on n'a pas mis en évidence du tout de contamination lors de cette étape, que ce soit par pressurage du mou en vinification en rosé ou par pressurage du marc en vinification en rouge. Filtration blanche, on a mis en évidence des contaminations croisées dans les modalités sans rinçage, ce qui paraît logique. Hein. Les filtrations qui ont été étudiées sont des filtrations sur plaque, cartouches polypropylène et membrane polyéthersulfone. Donc, pour la diapo suivante, on a rincé donc les filtres entre le vin conventionnel et le vin bio. Et là, je vous ai mis les résultats obtenus pour filtration, avec les filtrations sur plaque après rinçage à l'eau froide. Donc, à chaque fois, on a prélevé des portions de vin bio, hein, des portions de. Vous avez donc le vin bio qui a été analysé avant, hein, qui ne contient pas du tout de résidus. Vous avez les portions de vin bio qui ont été prélevées au fur et à mesure de la filtration, tous les 5-10 millilitres, et le vin bio total. Donc, on voit dans les résultats. Là aussi, tu n'as qu'à cliquer, Philippe, pour qu'on ait tous les résultats, parce que comme je n'ai pas la main sur les animations, autant que tu mettes tout d'entrée. Vas-y. Donc, on voit qu'il y a bien 3. Ah oui, alors par contre, tu as été un petit peu trop vite. Voilà, 3. Voilà. Donc, avec un simple rinçage à l'eau froide, on voit que dans le vin total bio filtré, il reste encore quelques résidus de 3 molécules qui sont quantifiées. Donc, le rinçage à l'eau froide n'est pas complètement suffisant. Si on fait circuler, donc là, tu peux y aller, le vin bio pendant 1 heure en circuit fermé dans le filtre, on a pu mesurer là aussi les résidus. Donc là, on est en condition maximisée. Et là, encore une fois, tu peux cliquer, Philippe. Si on regarde les résultats après une régénération là à l'eau chaude, donc 30 minutes à l'eau chaude, on voit que les résultats, eux, dans ce cas-là, sont suffisants. Donc, il n'y a pas du tout de résidus quantifiés, que ce soit dans le vin bio total filtré ou même dans le vin bio qui est resté 1 heure en circuit fermé pendant dans le filtre. Donc, la régénération à l'eau chaude suffit. Pour la suite, donc les essais transferts, là aussi, on a fait circuler pendant 1 heure un vin donc contenant des résidus dans un circuit fermé, et à la suite, on a fait circuler du vin bio dans le même circuit pendant 1 heure également. Et on a fait 4 modalités. Donc là, ben, vas-y Philippe aussi, je te donne la main. 4 modalités. La première modalité, c'était tout simplement pas de rinçage, donc entre le vin conventionnel et le vin bio. La deuxième modalité, c'était un rinçage de la canalisation avec 35 litres d'eau froide avant de transférer le vin bio. Et troisième modalité, en plus d'un rinçage à l'eau froide, on a fait un nettoyage alcalin chloré, suivi à nouveau d'un nouveau rinçage à l'eau froide avant de transférer le vin bio, donc un rinçage un peu plus poussé de la canalisation. Et pour la quatrième modalité, on a laissé le vin conventionnel toute la nuit dans la canalisation pour voir ce que ça donnait dans le cas où on oublie éventuellement le vin dans les canalisations, ce qui peut arriver quelquefois dans certaines caves. Voilà. Donc, les résultats, tu peux passer. On montrait donc pour la première modalité sans rinçage qu'il y avait bien des contaminations croisées lors de cette étape. Alors, les teneurs restent faibles, hein, on est sur des quelques dizaines de microgrammes litres, 10, 20 microgrammes litres, ce n'est pas des grosses quantités, mais qui sont plus élevés dans les litres filtrés. Donc, plus on s'éloigne des premiers litres filtrés, plus les teneurs sont faibles. Si on est sur la totalité du vin bio, on se retrouve avec des quantités qui restent faibles. Et en effet, plus on laisse le vin bio en circuit fermé pendant 1 heure dans la canalisation, plus on trouve de résidus. Pour les essais avec rinçage, mais simple rinçage à l'eau froide, on a moins de contamination croisée, donc il y a moins de molécules retrouvées, mais ce n'est pas totalement efficace puisqu'on retrouve encore quelques traces, un petit peu comme pour les filtrations, où il y a encore des traces de résidus dans les vins bio transférés, ce qui n'est pas suffisant parce que pour du vin bio, il ne faudrait pas qu'on en quantifie du tout. Pour la troisième modalité, avec un nettoyage chimique plus poussé, eh bien, donc c'est la procédure qui est le plus souvent utilisée dans les caves. Encore moins de contamination
retrouvées, mais c'est pas suffisant. On a encore, malgré ce nettoyage intensif, quelques traces qui sont retrouvées, et encore plus lorsque le vin bio reste longtemps en circuit fermé dans la canalisation. Ce qui veut dire que la désorption des résidus se fait lentement, puisque au bout d'une heure, on a encore des augmentations de résidus. Pour terminer sur cet essai, je vais vous présenter les essais en barriques qu'on a réalisés. Donc là, on a travaillé sur des petites barriques de 10 litres. Toujours pareil, on est parti d'un vin traité, un vin conventionnel qui contenait des résidus. On a entonné 6 barriques et on a fait des prélèvements de ce vin conventionnel à T0, donc avant entonnage, et ensuite 1 mois, 3 mois et 6 mois de contact avec les barriques pour mesurer l'absorption éventuelle des résidus. Au bout de 6 mois, ce vin a été soutiré et on a, pour 3 des barriques, entonné, on les a entonnés avec un vin bio, sans rinçage, des barriques à vent. Et pour les 3 autres barriques, on a entonné avec le même vin bio, mais on avait rincé au préalable les barriques avec une modalité en 3 phases, eau froide, eau chaude, eau froide, d'1 minute chacune. Et là aussi, on a fait des prélèvements de ce vin bio à T0, 1 mois, 3 mois, 6 mois et 9 mois, pour voir les éventuels, la cinétique éventuelle de désorption des résidus par les barriques. Donc les résultats, vous les avez dans la diapo suivante. Donc il y a bien, on a mesuré les concentrations des résidus dans les vins conventionnels au cours du temps et on a bien une augmentation de ces concentrations, une réduction de ces concentrations qui semble montrer qu'il y a bien absorption des résidus par les fûts. Donc vous avez sur la petite figure là les résultats qui sont exprimés en pourcentage de réduction, donc à 1 mois, 3 mois et 6 mois pour un ensemble de molécules testées. Et on voit que ces réductions sont variables selon les molécules, puisque certaines sont beaucoup plus réduites, comme encore par exemple la méthotradine ou boscalide, et d'autres beaucoup moins, comme fluopyram ou phénhexamine. Quand on a ensuite mesuré les désorptions, donc les analyses dans les vins bio, là aussi on a bien montré qu'il y avait augmentation de ces concentrations dans le vin bio, montrant une probable désorption de ces résidus par le bois, et que cette augmentation, elle était mesurée dès le premier mois de stockage, de conservation de ce vin bio dans les barriques, comme on peut le voir sur la figure. Et si on n'a pas vu d'impact du rinçage des fûts sur la désorption, puisque là, si on regarde sur la figure, on voit bien que en toutes molécules confondues, on n'a aucun effet du rinçage des fûts. Donc, pour conclure sur cet essai, ce projet a mis en évidence donc sur la partie chez et labo et cap expérimental qu'il y avait bien donc des risques de contamination croisée qui étaient liés à l'absorption et la désorption de certains pesticides par certains matériaux comme le PVC, caoutchouc ou bois. Cette absorption elle est d'autant plus importante que la durée de contact et la température sont élevées. On a pu aussi voir en cave expérimentale, donc tu peux y aller Philippe, vas-y sur les dernières, voilà, il y avait bien des risques de contamination croisée liés à la filtration et au transfert, notamment lorsque les rinçages, lorsque le matériel est mal rincé ou pas rincé du tout. Un simple rinçage à l'eau n'est souvent pas totalement efficace et il faut passer par un rinçage beaucoup plus sévère, notamment à l'eau chaude, pour éliminer toute contamination. Et enfin, donc, on a vu également qu'il y avait bien un risque de contamination croisée qui pouvait provenir d'utilisation de barriques qui seraient usagées ayant contenu des vins conventionnels auparavant, avec une désorption possible de molécules par le bois dans le vin bio. Donc là aussi, il faut faire très attention à l'utilisation de barriques qui ne sont pas neuves. Voilà, donc moi j'en ai fini pour cette partie et je vais laisser la place à Stéphane qui va vous présenter la suite du projet mené directement dans des entreprises de Nouvelle-Aquitaine, donc en conditions réelles. Donc oui, un des points importants de ce que nous a montré Magali quand même et qu'il faut garder en tête, c'est que du coup, l'acide phosphonique et le phtalimide n'ont pas été réalisés dans ces essais-là et c'est les essais qui sont réalisés dans le cadre de Vincent. Je pense qu'on aura quand même des choses un petit peu différentes qui vont apparaître.
Donc, nous, dans le projet Calvin Bio, l'idée des projets qu'on monte, c'est en fait de construire des projets avec de la recherche fondamentale, des essais en site pilote et une mise en place d'essais sur le terrain pour comprendre ce qui se passe. Donc là, ce que je vais vous présenter dans le cadre de ce programme-là, c'est les essais terrain qui ont été mis en place. Tu peux passer à la diapo suivante, Philippe. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu étudier la contamination croisée dans des propriétés où on savait qu'on avait des risques de contamination croisée, où on avait identifié par le passé des risques de contamination croisée. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un échantillonnage dans une dizaine d'exploitations, de millésimes différents, et on a analysé les vins qu'on a récupérés dans ces propriétés-là. On a ciblé à la fois des propriétés qui avaient des risques de contamination de voisinage, des propriétés qui avaient des historiques sur des contaminations dues à des engrais foliaires et puis des propriétés avec des ateliers mixtes. Tu peux passer à la diapo suivante, Philippe. Dans le cadre de ces essais-là, on a bien fait l'ophtalimide et l'acide phosphonique sur les essais. Et globalement, dans les molécules qui sont détectées, on retrouve les grands classiques. Alors, je vous en ai pas parlé, j'ai préféré aller un petit peu dessus, mais vous pouvez trouver certains résultats du programme précédent que l'on avait réalisé qui s'appelait Secure Bio. On retrouve grosso modo les grandes molécules qu'on retrouvait dans Secure Bio. Dans ce programme-là, on retrouve les antibotrytis qui sont appliqués tardivement, donc qui se retrouvent plus facilement en contamination croisée dans les mous. On retrouve des produits comme le diméthomorphe, qui sont des produits quand ils sont appliqués en conventionnel ou en contamination croisée sur un vignoble bio, sont des molécules très persistantes quand ils sont appliqués après la fleur, qui ne disparaissent pas. C'est pour ça qu'on a tendance à largement les retrouver. Et puis, l'ophtalimide et l'acide phosphonique. On se rend compte en fait que là où on a vraiment une problématique dans l'échantillonnage qu'on a fait, c'est sur l'acide phosphonique où quasiment toutes les propriétés sur lesquelles on est allé chercher des vins avaient au moins une détection, une présence d'acide phosphonique. Tu peux passer à la diapo suivante, Philippe. Si on regarde un petit peu dans le détail, on retrouve un petit peu ce qu'on avait eu dans Secure Bio, une présence relativement importante et une moyenne d'acide phosphonique qu'on retrouve aux alentours de 2 mg avec des choses qui peuvent être proches de la limite de détection à 0,15 et un maximum qui parfois peut s'envoler quand on a une problématique d'engrais foliaire éventuellement ou de forte contamination croisée sur une petite surface. Tu peux passer à la diapo suivante. Le phénylexamide, on retrouve vraiment des niveaux très bas. On est à 0,015, proche alors pas de la limite de détection pour le coup, vu qu'elle doit être à 1 microgramme, mais sur un niveau très faible par rapport à la réglementation, sujet qu'on abordera au prochain webinaire lundi prochain. On est dans quelque chose qui fait qu'il faut être à 0,015, il faut s'alerter, mais qui n'est pas réellement problématique. Je peux passer à la diapo suivante. Phthalimide, des niveaux un petit peu plus élevés quand on le retrouve, c'est ce qu'on avait également vu dans le cas d'Ars Secure Bio. C'était les deux molécules qui étaient ressorties qui dépassaient régulièrement on va dire les 20 microgrammes, 0,02. Et donc là, sur ce qu'on a retrouvé, on est aux alentours de 0,03. Tu peux passer à la diapo suivante. Sur les autres molécules, voilà, même chose, on se retrouve dans la tranche des 20 à 30 microgrammes. Ça commence à être quand même des contaminations importantes, notamment sur l'exploitation sur laquelle on a retrouvé le pyriméthanil. On commence à être sur des niveaux très importants avec sans doute une entrée qu'il va falloir contrôler et comprendre l'origine. Principalement contamination croisée à la vigne, mais on va le retrouver aussi, on a retrouvé ces contaminations-là beaucoup dans les ateliers mixtes qu'on a suivis. Tu peux passer à la diapo suivante, Philippe. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'une fois qu'on a identifié ces contaminations, qu'on a remonté, entre guillemets, l'origine de ces contaminations sur les différents sites, on a essayé de suivre pendant plusieurs années ces sites pour voir l'évolution en mettant en place des bonnes pratiques d'hygiène, des bonnes pratiques de séparation, de nettoyage, en fait, ce qui est demandé globalement par la réglementation et qui est contrôlé par les organismes certificateurs sur ces sites et ces propriétés-là.
Et on a fait des prélèvements, on a conservé les échantillons congelés. Alors, on partait du raisin sur le pied pour avoir l'origine de la contamination croisée à la vigne. Et on a prélevé toutes les étapes jusqu'au vin fini. On a analysé le vin fini pour voir les niveaux auxquels on était à la fin. Et en fonction des niveaux retrouvés, on est remonté sur les différentes étapes pour essayer d'identifier les étapes qui pouvaient présenter des problématiques. Je peux passer à la diapo suivante. Donc, on le voit, on a différents types d'exploitation. Qu'est-ce qu'on a retrouvé, entre guillemets, dans les origines de la contamination? On a retrouvé des risques de contamination voisinage sur l'exploitation 1 et la 4. Les ateliers mixtes sortent quand même beaucoup dans les origines de contamination, notamment en cave coopérative, et on voit que quand on a une contamination en atelier mixte, en général, on va avoir d'autres molécules que l'acide phosphorique qui apparaît. Voilà. Donc ça, c'était en 2018, les 5 domaines qu'on a sélectionnés. Tu peux passer à la diapo suivante, Philippe. Donc là, un peu barbare, l'idée, c'est pas de rentrer dans le détail, mais vous avez un petit peu le suivi dans le temps des différentes molécules et de l'évolution, entre guillemets, de la contamination croisée sur plusieurs millésimes en essayant de réduire la contamination. Si on avance sur la diapo suivante en focusant uniquement sur… ah oui, ça c'est la conclusion. Tu peux passer à la suivante, Philippe? Normalement, ils doivent y être. Voilà. Vous avez ici les graphiques de l'évolution de l'acide phosphonique sur ces différentes propriétés. Alors, sur certaines propriétés, on avait fait les blancs et les rouges. On voit qu'on va avoir quand même un gros effet millésime, malgré tout. Si c'est une année compliquée, on va avoir tendance éventuellement à une augmentation de la contamination croisée. Mais on voit globalement que par rapport à la première année, alors sauf sur l'exploitation numéro 4, on a quand même réussi à peu près à réduire les niveaux moyens d'acide phosphonique qu'on pouvait retrouver dans les vins des propriétés suivies. Notamment sur certaines propriétés en rouge, on a quand même réussi à bien réduire l'apport d'entrée et la contamination, principalement sur l'exploitation numéro 2. C'était un atelier mixte, donc on a quand même réussi à bien endiguer ces questions-là, notamment sur les ateliers mixtes. C'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué sur la contamination croisée au vignoble. On a mis des choses aussi en place dans ces propriétés-là. On en discutera un petit peu plus largement au webinaire de lundi prochain. Mais l'idée, c'est que dans l'ensemble des propriétés qu'on avait en suivi, sur lesquelles on a identifié des contaminations croisées, on est allé voir le voisin, on en a discuté avec lui, on a essayé de mettre en place des procédures pour essayer de limiter la dérive qu'on pouvait avoir à la vigne. Tu peux passer à la diapo suivante, Philippe. Donc, en guise de conclusion un petit peu générale de tous les projets, donc Magali nous a montré que l'acide phosphonique peut être issu des traitements antérieurs et d'anciens traitements. Ça crédibilise et légitime d'autant plus les 3 années de conversion qu'on peut avoir en agriculture biologique pour arriver à éliminer les traces de l'utilisation de ces produits phytosanitaires chimiques de synthèse. Ce qui rassure sur la mise en place de la réglementation bio, mais ça veut dire qu'il faut avoir une vigilance quand on rentre en conversion et de commencer à regarder l'élimination de cet acide phosphonique et d'être sûr que la plante l'a bien complètement éliminé quand on commence à vinifier des vins en bio. L'effet de la dérive peut présenter des faibles quantités de résidus dans les raisins. On l'a vu, cet effet de la dérive, il peut quand même aller relativement loin dans la parcelle. Alors, sur la plupart des molécules, il ne va pas poser de gros problèmes, mais on l'a vu, et notamment dans les essais que moi je vous ai montré, on peut avoir des niveaux d'acide phosphonique qui sont relativement élevés jusqu'à assez profonds dans les parcelles. Risque de contamination croisée au chai mixte lors des étapes de transfert et d'élevage en barrique. On sait que voilà, on a une grosse porte d'entrée sur ces questions-là. Nous, ce qu'on avait identifié sur des sites qu'on avait en suivi, dans ce que je vous ai présenté en dernier, une des portes d'entrée importantes, c'était les tuyaux qui apportaient la vendange dans les cuves, parce que c'est là où vous allez avoir de la matière
qui va se mettre dans les tuyaux et qui va accumuler des résidus. C'est le principe de bien nettoyer une surface, enlever le tartre et les produits qu'il y a dessus. Et en fait, c'est là où on va avoir une accumulation relativement importante et les contaminations peuvent aller relativement vite. On peut retrouver très rapidement des niveaux assez élevés de contamination croisée de pesticides dans ces circuits de transfert. Donc, atelier mixte très important à suivre. Et pareil, on peut avoir l'erreur de gens qui arrivent en conversion, qui ont encore d'anciens vins en élevage, en conventionnel. Et là, il faut être très vigilant et très attentif quand on va sortir ces vins de barriques et leur gestion dans les chais. On a un bruit de fond, du coup, qui est lié à l'amélioration analytique et au fait que on ne vit pas sous cloche et qu'on a des voisins conventionnels qui va être plus ou moins grande suivant le morcelage du vignoble et les zones géographiques où on va se situer. On n'a pas fait d'études spécifiques autour de ça, mais nous on retrouve ces grandes questions sur les cartographies qu'on a fait ces dernières années dans différents programmes de recherche. Sur la contamination par les engrais foliaires et racinaires, donc du coup, les résultats qu'on a eu sur les programmes qu'on a menés ne montrent pas de contamination a priori des engrais foliaires. Ça, j'ai déjà fait un petit point dessus en disant que bon, voilà, on a sans doute eu une évolution aussi de ces engrais foliaires ces dernières années. On n'a pas réussi à faire de lien entre ces engrais foliaires-là et une contamination éventuellement des raisins et de la plante. Donc, engrais liquide, pas d'impact sur l'acide phosphonique. Donc, dans tout ce que je viens de vous présenter, des pistes qu'on peut écarter, mais il y a encore des choses qu'on a besoin d'étudier, qu'on a besoin de vérifier. Déjà, complémenter toutes les questions d'absorption, désorption sur l'ophtalmide et l'acide phosphoreux. On a besoin encore de travailler les questions de contamination croisée, de voir les niveaux et l'impact que ça peut avoir dans les mous derrière dans les exploitations. C'est des choses qu'on va poursuivre, qu'on va continuer à chercher pour étayer entre guillemets à la fois la mise en place chez les vignerons et pour essayer de donner entre guillemets des outils aux organismes certificateurs par rapport aux contrôles qu'ils peuvent mettre en place chez les producteurs bio. Donc, tu peux passer à la diapo suivante, Philippe. On a édité quand même quelques outils de diffusion, donc tu peux avancer. On avait déjà eu un premier grand point qui avait été fait dans le cadre de Secure Bio, qui n'était pas uniquement sur les vins, qui était tout produit de la filière bio. N'hésitez pas à aller sur le site de Secure Bio, vous trouverez un certain nombre de documents concernant ces problématiques-là. Et il y avait un guide spécifique qui avait été fait sur les vins bio à l'époque, dans le cadre de Secure Bio. Tu peux passer à la diapo suivante. On avait fait aussi, c'est la fiche que vous a montré Valérie, on avait fait des grilles d'autodiagnostic, entre guillemets, pour commencer à identifier qui peut servir aux vignerons bio, entre guillemets, dans le cadre de leur plan HACCP qui leur est demandé en cas de contrôle et qui leur est demandé par la réglementation. En fait, l'idée de la réglementation, c'est que, pour faire simple, on rentrera dans le détail la semaine prochaine, il faut arriver à prouver qu'on a mis en place l'HACCP et qu'on a identifié les points critiques, entre guillemets. Un des points critiques majeurs peut être l'entrée par la contamination croisée des pesticides, et il y a un certain nombre de choses à vérifier, à mettre en place pour vérifier si on n'a pas une entrée trop importante. Donc là, vous avez une grille d'autodiagnostic dont il ne faut pas hésiter à se servir pour son HACCP. Tu peux passer à la diapo suivante. En ce qui concerne Calvin Bio et les résultats de ce programme-là, vous retrouvez une plaquette qu'on a éditée à Vigneron Nouvelle-Aquitaine, qui a été co-rédigée avec nos partenaires de l'IFV. Vous retrouverez une grande partie des résultats que je vous ai présentés sur ce programme de recherche. Voilà, donc je vais remercier tout le monde et on va laisser place aux questions. Oui. Je te redonne la main. Oui, il y a eu 2-3 questions. Donc peut-être Magali et Valérie, vous revenez avec nous. Donc la première question, elle est peut-être plutôt pour Magali. La présence d'acide phosphonique sur les feuilles peut-elle s'expliquer par l'absorption par la plante? Oui, parce que c'est un produit systémique, donc tout à fait. Je pense qu'il peut y avoir absorption par la plante.
Après, présence dans les feuilles, dans les essais où il y a contamination croisée liée à de la dérive, c'est aussi environnemental, hein, donc c'est parallèle. Enfin, mais il peut très bien, quand on est sur de l'accumulation à long terme, notamment quand on en retrouve encore après 2-3 ans d'arrêt des traitements, tout à fait, je pense que c'est lié à une absorption par la plante. Et là, on ne connaît pas les mécanismes de passage dans la Alors, plante. on a envisagé à un moment d'analyser aussi tout ce qui est traitement et de voir un petit peu si on en retrouve aussi dans les bois. Et on n'a pas pu le faire pour des raisons économiques, on n'avait pas les moyens. Mais je pense que oui, certainement, il peut y avoir aussi présence des parties solides, notamment les sarments et les tiges. OK. Il y a une deuxième question. Si au niveau des matériaux, donc là c'est plutôt au niveau du chai, si dans les essais, il y avait eu des essais faits avec des matériaux désinfectés. Alors, je pense qu'en fait, ça n'a pas été forcément dit, mais les matériaux étaient neufs au départ, donc indemnes de présence de produits phyto. Oui, oui, au départ, enfin, en labo et en cas expérimental, en tout cas, on a travaillé avec des coupons de matériaux neufs. Et dans tous les cas, on a mis, donc, dans tous les cas, les matériaux n'étaient pas nettoyés auparavant, mais on a des matériaux comme l'inox, par exemple, qui ont montré qu'il n'y avait aucune absorption, ou très peu. Donc, voilà. Donc, après, il y a quand même le cas du bois, en effet, qui s'est posé. Alors, pas dans le cadre des résultats que je vous ai présentés là, mais dans le cadre de l'acide phosphonique, justement, qu'on est en train de travailler sur Vincent, où là, on a fait les mêmes essais que je vous ai présentés, et c'est en cours de traitement avec l'acide phosphonique et l'ophtalmide. Et il semblerait qu'il y ait des possibilités que le bois sur lequel on a travaillé contenait peut-être encore de l'acide phosphonique, puisqu'on se retrouve avec des valeurs d'acide phosphonique qui sont supérieures à celles qu'on attendait. Mais dans les essais que je vous ai présentés là, non, il n'y avait pas de risque de ce côté-là, le bois était neuf. Et les barriques sur lesquelles on a travaillé étaient neuves aussi. Ok. Ensuite, bon, c'est pas vraiment une question, c'est surtout une remarque qui a été mise par rapport au LMR pour dire que les résultats là montrent qu'on est très très loin des LMR et que finalement les minimis étaient une bonne protection en termes de concentration. Donc peut-être un petit mot par rapport à ces minimis et cette notion de LMR. Oui, avec cette difficulté-là, on l'abordera la semaine prochaine, c'est que pour l'instant, les fraudes ne reconnaissent pas les minimis, donc ne veulent pas les reconnaître pour l'application sur la réglementation bio. Oui, puis on a le problème que pour les vins bio, c'est vrai que par rapport au LMR, on est très très en dessous. Malheureusement pour les vins bio, ça suffit pas d'être en dessous des LMR puisque on n'est pas censé avoir de résidus de synthèse dans les vins bio. Et le nouveau règlement a l'air d'être très il semblerait que la seule présence, la seule détection, quantification suffise pour être problématique. Hein. Il n'y a pas de seuil toléré ou de seuil. Donc, On en discutera la semaine prochaine. Pour l'instant, on est toujours sur une analyse de risque, entre guillemets, et une validation des OC. Il y a des velléités de la Commission européenne de le faire évoluer. C'est tout le travail qu'on doit faire, entre guillemets, avec ce qu'on a présenté aujourd'hui pour leur faire comprendre quelle est la réalité terrain. voilà, et tout ça, ça sera abordé la semaine prochaine lors du prochain webinaire, tous ces aspects LMR et réglementation. Mais c'est sûr, ressorti de nos essais, c'est que les teneurs retrouvées dans les vins bio, alors il y a ce problème qu'on retrouve, mais on est quand même à des teneurs qui sont beaucoup plus faibles que ce que l'on rencontre bien sûr dans les vins conventionnels. Donc même si dans les vins conventionnels on retrouve des teneurs faibles aussi par rapport à la réglementation, mais là on est vraiment, on a vu notamment en Occitanie, on est sur des valeurs acide phosphonique à la limite de quantification pratiquement. Donc. Mais ça peut être suffisant pour gêner
Il y a une question qui vient d'arriver. Pour la lutte de la contamination croisée vignoble, vous avez parlé d'aller voir les voisins. Sur quel point d'amélioration êtes-vous intervenu? Quantité de l'application, changement de la préparation, etc. Non, souvent, ce qui a été négocié avec les voisins, c'est que... Hein, tu m'entends pas? Pardon. Si, non, mais il y a eu un trou. Oui, vas-y. D'accord. Donc, ce qu'on fait souvent avec les voisins, c'est qu'on leur demande à traiter 2 ou 3 rangs chez eux. C'est le vigneron bio qui traite 2 ou 3 rangs chez eux. La plupart du temps, c'est ce qu'on va négocier chez eux, ou à minima, qui au moins les prévenir de couper les jets entre guillemets quand ils sont au bout de rang, les jets qui vont sur la parcelle du voisin conventionnel, du voisin bio. Globalement, c'est de la négociation sur les limites, comment on les gère, comment on les traite, quoi. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai pas de nouvelles questions. Donc, on va pouvoir donner rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie. Donc, on réentendra parler des minimis, si j'ai bien compris. Donc, sur le côté plus réglementaire et plus embêtant. Donc, c'est la réglementation qui malheureusement pose des problèmes. Donc, je vous remercie tous et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci, bonne soirée.